Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un sujet qui peut sembler aussi intimidant qu'un menu dégustation en 12 services. Les manières de table à la française. Ah oui, un gros morceau. On a épluché un guide assez complet sur l'étiquette à table et la mission, c'est de décrypter ensemble ce langage un peu secret. Mhm. L'idée, ce n'est pas de devenir rigide comme un serveur de palace, mais plutôt de comprendre la logique, l'esprit derrière ces rituels. Pour se sentir à l'aise, quoi. C'est exactement ça. Et il faut tout de suite, je pense, évacuer une idée. Ce n'est pas de la snobberie gratuite. Non, C'est un code qui a pour but de fluidifier le moment, de montrer du respect et surtout de célébrer la convivialité. Le repas en France, c'est bien plus que se nourrir. c'est un acte social. C'est un acte social, un moment de partage presque sacré. On va donc explorer le comment, bien sûr, mais on va surtout s'attarder sur le pourquoi. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi on attend le fameux bon appétit? Pourquoi ce drame autour de la salière? Chaque règle est en fait une fenêtre ouverte sur les valeurs culturelles françaises. Une sorte de communication invisible, mais très très puissante. J'aime beaucoup cette idée de communication invisible. Alors commençons par le tout début, le seuil de la porte d'un restaurant. Le premier contact. Voilà, on pourrait penser que c'est un détail, mais j'ai été frappée de voir à quel point le simple fait de dire bonjour ou bonsoir est fondamental. C'est la base. Et pas en regardant ses chaussures, hein, en regardant le personnel dans les yeux, avec un sourire si possible. C'est le premier maillon de la chaîne du respect. En faisant ça, on ne se positionne pas comme un simple client qui vient consommer, on est une personne qui entre dans l'espace de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est bien dit. C'est un lieu de travail, un lieu d'hospitalité. Ignorer cette salutation, c'est un peu... J'ai lu une analogie assez frappante, hein. C'est comme entrer chez des amis et aller directement ouvrir leur frigo sans dire un mot. Ah oui, l'image est très parlante. Impossible de l'oublier. Et dans la même veine, il y a cette règle d'or qui suit juste après, on ne s'assoit jamais toute seule. Jamais. Même si le restaurant est à moitié vide et que la table de nos rêves nous tend les bras, il faut attendre d'être placé. J'avoue que ça peut parfois tester la patience, mais c'est non négociable, n'est-ce pas? Absolument non négociable. Attendre d'être placé, c'est reconnaître l'organisation, le professionnalisme du lieu. Le personnel a un plan de salle, une gestion des tables, des rangs. Bien sûr. Vouloir s'asseoir soi-même, c'est perturber cet ordre et, d'une certaine manière, manquer de respect pour leur travail. On ne s'impose pas. On est accueilli. C'est une nuance subtile qui donne le ton pour tout le reste du repas. D'accord. Le jeu commence. On est escorté à notre table et là, c'est parfois le premier moment de légère panique. La table peut ressembler à ce que le guide appelait une explosion de coutellerie. Ah oui, Des fourchettes de différentes tailles, plusieurs couteaux, des cuillères étranges. Heureusement, la logique est assez simple. On commence par les couverts les plus à l'extérieur. c'est ça. On va vers l'intérieur au fur et à mesure des plats. Et on se rapproche de l'assiette. C'est une conception très fonctionnelle en fait. L'ordre des couverts suit l'ordre du menu. C'est un système pensé pour guider le convive, pas pour le piéger. C'est rassurant. Ah, et un point de vocabulaire qui peut piéger. En France, l'entrée, c'est bien le premier plat, le starter, pas le plat principal. Une confusion classique, hein. Très classique, oui. Mais le point qui m'a le plus surprise et où je suis sûre de m'être trompée toute ma vie, c'est le pain. Ah, le pain. Le pilier de la table française. C'est un sujet sensible. Alors voilà, deux règles qui m'ont scotché. La première, on ne le coupe jamais au couteau. Jamais. On le rompt avec les doigts par petits morceaux. Au fur et à mesure. Mais la deuxième est encore plus folle. On ne pose pas son morceau de pain sur le bord de son assiette, on le pose directement sur la nappe. Oui, en haut à gauche de l'assiette. Attendez, poser le pain directement sur la nappe, ce n'est pas un peu, je sais pas, peu hygiénique ou c'est moi qui ai une vision trop moderne de la propreté? C'est une excellente question. Et elle est tout à fait légitime aujourd'hui. Mais cette règle est une survivance historique fascinante. Ça vient d'une époque où le pain était l'aliment central, presque sacré, du repas. D'accord. Les assiettes individuelles n'étaient pas toujours la norme, mais le pain, lui,
était toujours là. Il avait sa place d'honneur sur la table. Le poser sur la nappe est un vestige de cette tradition. C'est un de ces gestes qui, pour un œil averti, signale une connaissance des codes. Vu comme ça, c'est beaucoup plus poétique. Un petit voyage dans le temps. Dans la même catégorie, il y a la serviette de table. C'est un véritable ballet en 3 actes. Premier acte, dès qu'on s'assoit, on la déplie sur ses genoux. C'est le lever de rideau personnel. On signale qu'on est prêt, qu'on est installé. Deuxième acte, et c'est là que ça devient un outil de communication. Si on doit s'absenter de la table, on ne la laisse pas en boule sur la table, on la pose sur sa chaise. Et ce n'est pas anodin. C'est un message codé envoyé au serveur. La serviette sur la chaise signifie « Je reviens, ne débarrassez pas mon assiette ». C'est incroyablement efficace. C'est une mécanique silencieuse qui fluidifie tout. C'est brillant. Et le troisième acte, à la fin du repas, on pose sa serviette, pas parfaitement pliée, Non, ce serait un peu prétentieux. mais simplement posée à gauche de son assiette. Et là, attention au faux pas, la laisser sur la chaise à la fin voudrait dire « je n'ai pas aimé et je ne compte pas revenir ». C'est d'une violence. C'est un message très fort, en effet. On voit bien comment un objet aussi simple que la serviette devient un outil de communication complet. Sa position indique si on a commencé, si on fait une pause, ou si on a terminé et apprécié. Bon, on a décodé la table, on est prêt. Mais j'ai l'impression que le vrai test commence au moment où les plats arrivent. On a faim, tout sent bon. Mais on ne peut pas se jeter dessus. Non. Il y a un signal de départ, une sorte de feu vert social. Absolument. Le signal, c'est le fameux « bon appétit » prononcé par l'hôte ou la personne qui invite. Tant que ces mots n'ont pas été dits, on ne touche à rien. Ni à son pain, ni à son verre, ni à ses couverts. C'est drôle. J'ai lu une anecdote où des convives se sont littéralement figés, la fourchette en l'air, parce que quelqu'un avait osé commencer une seconde trop tôt. Ah oui, c'est tout à fait ça. C'est dire à quel point c'est ancré. Mais pourquoi cette attente ? Parce que le bon appétit est le rituel qui transforme un groupe d'individus en une communauté de table. C'est le moment où tout le monde se synchronise. Commencer avant, c'est un geste individualiste. C'est rompre l'harmonie ? Exactement. C'est rompre l'harmonie du groupe avant même qu'elle ne se crée. C'est dire « mon estomac est plus important que ce moment partagé Un autre rituel collectif, c'est quand on trinque. Là aussi, il y a des règles. Il faut regarder la personne dans les yeux, ça je le savais. ». Fondamental. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'on est censé entrechoquer les verres par la partie la plus large, la paraison, et non par le haut. Et surtout, il ne faut jamais croiser son bras avec celui de quelqu'un d'autre. Ça relève presque de la superstition, non ? Peu. Oui, la tradition dit que ça porte malheur. Mais au-delà de ça, c'est une question d'élégance et de fluidité. Imaginez 6 personnes qui trinquent en même temps. Si tout le monde croise les bras, c'est le chaos. C'est vrai. En évitant de se croiser, on crée une sorte de chorégraphie ordonnée. Et le contact visuel, lui, c'est la connexion directe, le mini-dialogue silencieux. Je vois. Et cette idée de penser aux autres avant soi, on la retrouve dans le service du vin. On sert toujours ses voisins avant de se servir soi-même. C'est la primauté du groupe sur l'individu, une marque de courtoisie fondamentale, s'assurer que les autres ne manquent de rien avant de s'occuper de soi. Et puis, il y a le rythme. J'ai l'impression que c'est un des plus grands chocs culturels pour beaucoup. Un repas français, c'est un marathon. Pas un sprint. Finir son assiette en 5 minutes, c'est très mal perçu. On a l'impression que ça envoie le message « Votre conversation ne m'intéresse pas ». C'est exactement ça. Le rythme lent, c'est ce qui laisse la place à l'essentiel. La conversation, l'échange, le plaisir d'être ensemble. La nourriture, c'est presque un prétexte. Manger vite, c'est passer à côté de 80% de l'expérience. Ce qui nous amène tout naturellement à la conversation. Quels sont les sujets qui mettent de l'huile dans les rouages ? Alors, les sujets sûrs, c'est la nourriture elle-même, le vin, les voyages, l'art, la culture. Des terrains d'entente. Voilà. Des sujets qui créent du lien sans créer de friction. L'objectif, c'est de maintenir la convivialité. C'est pour ça qu'on évite la politique, l'argent, les questions trop personnelles. D'accord. Mais l'offense suprême à table, l'insulte qui peut tuer un chef sur place, Ah, c'est de prendre la salière ou le poivrier avant même d'avoir goûté le plat. Ça semble extrême, mais c'est perçu comme un sacrilège.
C'est fascinant parce que ça révèle le statut du chef en France. Il n'est pas un simple cuisinier, il est un créateur, Un artiste. un artiste. Son plat est une œuvre qu'il a pensée, équilibrée, assaisonnée à la perfection selon sa vision. Saler avant de goûter, c'est un peu comme sortir un marqueur et dessiner une moustache sur la Joconde avant de l'avoir regardée. L'analogie est parfaite. Je ne regarderai plus jamais une salière de la même façon. C'est un manque de confiance totale. On se doit de goûter l'œuvre d'abord, telle qu'elle a été conçue. Pour rester dans le pratique, il y a aussi la règle de toujours passer les plats par la droite. Et si un plat est loin, on ne se lève pas, on demande poliment. Ce sont des petits gestes qui, mis bout à bout, créent une expérience harmonieuse. C'est une mécanique sociale bien huilée. Et si on doit s'éclipser, le guide recommande la formule très chic « Veuillez m'excuser un instant Oui, bon, entre amis, un simple « excusez-moi, je reviens » passe aussi très bien, non ? ». Bien sûr. Le principe, c'est la discrétion. On n'annonce pas où l'on va. L'important est de ne pas attirer l'attention. On arrive à la fin du repas, le moment du café, un détail important. Si on commande un café, on aura un espresso. C'est un classique. Si on veut un grand café filtre, il faut préciser un café allongé ou un café américain. Connaître ce genre de détails montre une familiarité avec les coutumes. C'est toujours apprécié. Après ça, vient le moment potentiellement délicat de l'addition. Là, il y a deux scénarios bien distincts. Au restaurant entre amis, la coutume est souvent de faire moite-moite, Oui, on divise la note en parts égales. même si l'un a pris du homard et l'autre une salade. C'est un contrat social basé sur la simplicité et l'égalité. La valeur du moment partagé est plus importante que le calcul précis. Ça évite les complications et ça préserve la bonne ambiance. Mais si on est invité à dîner chez quelqu'un, c'est l'opposé total. L'hôte paye tout. Proposer de participer, c'est l'offense absolue. Exactement. C'est comme lui dire « je ne crois pas que tu puisses te le permettre ». On met en doute son hospitalité. C'est une grosse erreur culturelle, en fait. C'est une erreur majeure. Le contrat social change. On n'est plus dans une logique d'égalité, mais d'hospitalité. L'invité est là pour recevoir. Son rôle est de remercier, d'être agréable, peut-être d'apporter une bouteille de vin, mais jamais d'argent. Et enfin, le départ. C'est aussi important que l'arrivée. Il faut boucler la boucle. C'est la symétrie du respect. On remercie chaleureusement, on regarde les gens dans les yeux. Merci beaucoup, c'était délicieux. Et on dit au revoir à tout le monde. On a ouvert l'interaction avec un bonjour collectif, on la ferme avec un au revoir, tout aussi respectueux. C'est la signature d'une interaction sociale réussie. Si je devais résumer ce qui m'a le plus marqué, ce sont ces règles contre-intuitives, qui sont en fait de vraies clés culturelles. Le pain sur la table, qui nous parle d'histoire. L'attente du bon appétit qui sacralise le collectif. Commun. C'est la meilleure synthèse possible. Ces règles sont une partition. Quand tout le monde la connaît, on peut jouer une belle musique sociale ensemble. Et finalement, au-delà de chaque règle, la compétence la plus importante, ça reste l'observation. Regardez ce que font les autres. C'est toujours le meilleur des guides. Et ça ouvre sur une question fascinante pour finir. Dans notre monde de plus en plus globalisé, informel, est-ce que ces rituels ont encore un avenir ? Sont-ils un héritage précieux qui protège la singularité d'une culture ou une sorte de performance un peu désuète ? Et finalement, que perd-on en tant que société si on abandonne ces codes au profit d'une sorte d'uniformité mondiale des manières ?